Okay, hello everyone and Bonjour welcome à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire du RCC, l'appui du public envers l'aide au développement à l'ère de la COVID-19. bienvenue au webinaire du réseau de coordination des conseils, le soutien public à l'aide internationale au Canada à l'époque de la COVID-19. My name is Sherry Stevenson and I'm the National Program Manager for the Je suis Sherry Stevenson, je suis la coordonnatrice, c'est moi qui serai l'autre aujourd'hui. Alors, quelques petits points techniques à noter. Tout d'abord, nous avons ce webinaire en français et en anglais. L'interprétation simultanée est disponible. Pour sélectionner votre langue préférée, vous allez trouver une icône de la Terre en bas de l'écran et donc vous pouvez l'utiliser pour sélectionner dans laquelle vous voulez écouter le webinaire. Nous avons l'interprétation simultanée. Alors, pour sélectionner votre langue préférée, vous trouverez une icône représentant un globe terrestre au bas de votre écran. Cliquez là-dessus pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter le webinaire. You can also select the language of the screen you would like to see in order Vous to view. pouvez aussi avoir la langue que vous voulez pour la présentation, que ce soit en français ou en anglais. Pour le faire, vous allez en haut de votre écran et vous cliquez sur View Options. À ce moment-là, vous allez voir deux options en dessous de l'écran partagé et vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Pour la présentation en anglais, c'est Spencer Hansen et pour la présentation en français, c'est l'autre. Si vous avez des problèmes avec l'interprétation, les écrans, le sous-titrage, etc., vous pouvez vous adresser à nous dans la boîte de clavardage et on fera ce que nous pourrons travailler. Brièvement, le réseau de coordination des conseils. Le réseau est une coalition regroupant les 8 conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale. Ces conseils luttent pour la promotion de la justice sociale et du changement social à travers le monde. Et représentant plus de 350 organisations de la société civile diverses à travers le pays, d'un océan à l'autre. Les conseils sont des leaders dans l'engagement du public et le réseau offre une plateforme nationale qui permet aux conseils de collaborer pour améliorer leur efficacité et identifier des priorités communes en matière d'action collective. Pour en savoir plus sur le travail du réseau, s'il vous plaît, veuillez consulter notre site web ou nous suivre sur les médias sociaux. Finally, before we delve into today's content, Avant de passer au contenu aujourd'hui, nous voudrions reconnaître que nous tenons ce webinaire sur le territoire traditionnel des Mi'kmaq et les Mi'kmaq, les Malécites et les autres Premières Nations ont signé ces traités en 1826. Et donc, nous reconnaissons le territoire où nous sommes. C'est important de garder ceci à l'esprit et d'honorer le territoire sur lequel on se trouve. Le RCC travaille avec beaucoup de communautés au Canada, avec des Autochtones et des Métis et d'autres communautés également qui appartiennent au secteur du développement international. C'est donc bien d'y réfléchir, de penser à notre histoire coloniale et comment elle agit également, interagit avec les enjeux d'un monde durable. Donc, je voudrais que tout le monde qui participe au webinaire partage le territoire sur lequel il ou elle se trouve. Donc, vous pouvez le mettre dans la boîte de clavardage. Je vais maintenant présenter nos panélistes et expliquer ce qui se passera tout au long du webinaire. Tout d'abord, Spencer Hansen fera une brève présentation de certaines des conclusions de ses récentes recherches sur le soutien public à l'aide. Ensuite, nous entendrons les réponses et les analyses de Maïka Sondaji et Barbara Grantham. Ensuite, nous aurons l'occasion pour vous tous, participants au webinaire, d'engager et participer à la discussion en accordant environ 10 à 15 minutes pour rejoindre des sous-groupes pour discuter de vos propres réactions et analyses de ce que vous avez entendu. Ensuite, nous reviendrons ensemble pour les questions et les discussions avec les panélistes.
So our first speaker presenting his research is Spencer Hansen. Alors, le premier conférenciant, c'est Spencer Hansen. Il est professeur dans le département de ressources économiques, agriculture et alimentation. Et donc, il a étudié l'appui du public envers l'aide au développement. Il a travaillé beaucoup avec des donateurs et des organisations de la société civile dans le monde entier. En ce moment, il fait une étude sur la compréhension du grand public, l'attitude envers l'aide, et il travaille avec les organisations de la société civile. Professeure adjointe à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa. En 2020, elle était boursière postdoctorale Banting au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ses recherches portaient sur l'inclusion des populations locales dans l'élaboration des politiques à la Banque mondiale, le renforcement du pouvoir des femmes en Asie du Sud, la gouvernance mondiale, ainsi que les théories féministes et du développement. Son premier livre, Perdre le Sud, décoloniser la solidarité internationale, a été publié récemment en 2020. Then finally, our final panelist is Barbara Grantham. Notre dernière panéliste est Barbara Grantham. Elle est présidente et directrice générale de CARE Canada. Elle a une expérience de 30 ans. Elle était consultante dans le secteur des organisations à but non lucratif. Et donc, elle a travaillé dans différentes associations et en 2016, Barbara a été nommée une des 100 femmes les plus importantes dans son réseau. Elle a reçu une récompense pour ses efforts de levée de fonds. Elle a une licence de l'Université Queen's et une maîtrise en administration publique. Alors, sans attendre, je voudrais passer la parole à nos panélistes. Alors, tout d'abord, voici et nous allons donc écouter ce qu'ils ont à dire. Spencer, c'est à vous. Merci beaucoup. Même si je suis à l'université de Guelph, je vous parle d'Ottawa à l'heure actuelle. Donc, je voudrais reconnaître que je parle du territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. Je vais vous parler durant les quelques prochaines minutes de l'appui du public envers l'aide au développement à l'ère de la COVID-19. J'ai un programme de recherche assez varié, donc j'ai fait des recherches depuis assez longtemps. Ça nous aide à comprendre quelles sont les conditions pour l'appui du programme d'aide canadien et tout ce qui est relié au développement au Canada. C'est un domaine de recherche qui n'existait pas vraiment au Canada si on se compare à l'Europe, par exemple. On en sait assez peu sur ce qui guide le contexte de la population canadienne. Et donc, ça va nous fournir un petit peu quels sont ces leviers. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur 3 questions clés. Tout d'abord, bon, ce sont des questions assez complexes et je vais simplement les explorer assez largement. Alors, est-ce que le grand public appuie le programme d'aide canadien? Deuxièmement, si c'est le cas, bon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui détermine si les gens l'appuient ou non? Et ensuite, on va examiner les répercussions de la COVID-19 sur ce sujet. Je vais vous présenter les résultats d'un sondage que nous avons entrepris de faire à la fin juillet cette année. Et c'est donc un échantillon assez représentatif de la population canadienne. Et donc,
nous allons recommencer ça assez dans quelques temps. Et donc, comme ceci, nous aimerions bien entendre ce que vous en pensez. Alors, tout d'abord, pour la première question, qu'est-ce que les Canadiens pensent de l'aide accordée par le Canada? Et est-ce qu'on devrait en accorder plus ou moins? Ça, c'est une question vraiment typique qu'on met dans les sondages dans beaucoup de pays pour évaluer la question de l'aide de la part des pays envers l'aide internationale. Alors, donc, vous voyez, on dit que, bon, à l'avenir, est-ce que vous pensez que le Canada devrait accorder plus d'aide au changement, au développement durable? Alors, ça, c'est vraiment typique de ce qu'on retrouve habituellement. À peu près un tiers des gens pensent qu'on devrait l'augmenter. À peu près un tiers pense que ça devrait rester pareil et à peu près un tiers pense que ça devrait diminuer. Quelquefois, bon, il y a plus de personnes qui pensent que ça devrait rester pareil, mais bon, il n'y a pas d'énormes différences. Ça, ce sont les résultats que nous avons eus. Ils sont donc assez typiques. Ce qui est intéressant sur cette question, par contre, si vous posez la question de manière différente, on a des résultats complètement différents. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre des points d'interrogation sur ces résultats. Nous avons aussi posé cette question comme ceci. Plutôt que de se concentrer sur l'aide, on a dit pensons ce sur quoi le gouvernement fédéral dépense de l'argent et comment bon, qu'est-ce que vous pensez sur les montants dépensés dans ces 13 domaines? Alors, pour cette approche-là, c'est que ça présente le fait des choix. Par exemple, si on dépense sur un certain domaine, on pourrait en dépenser plus. Donc, ça vous permet de voir les différences. Malheureusement, si on pose la question de cette manière-là, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, 18% des gens pensent qu'on devrait augmenter l'aide et 42% des gens pensent qu'on devrait la réduire, cette aide. Donc, ça vous montre que le soutien est assez fragile. Et nous allons y revenir au fur et à mesure que nous progressons dans la présentation. Alors, qu'est-ce qui vient guider le fait que les gens pensent qu'on devrait dépenser plus d'argent? Les gens appuient certains thèmes, mais c'est vraiment assez complexe. D'un côté, entre les raisons pour lesquelles on devrait le faire, et nous allons en parler dans une minute. Alors, pourquoi est-ce que le Canada devrait dépenser de l'argent dans l'aide aux pays en voie de développement? Et puis ensuite, il y a la réalité. Si nous faisons ça, qu'est-ce que nous n'allons pas faire? Et est-ce qu'on peut se le permettre au niveau financier? Et on y reviendra après. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on voit ça de manière statistique et c'est assez complexe, mais bon, peu importe comment on l'examine, vous allez voir qu'il y a un, euh, que c'est compliqué, mais parce qu'on devrait faire ça, mais par contre, il y a la réalité. Donc, nous allons voir tous ces éléments, chacun à leur tour. Tout d'abord, les raisons pour lesquelles on devrait le faire. Tout d'abord, il y a l'impératif moral. Et c'est vraiment une question très, très typique au niveau mondial lorsqu'on se questionne sur l'aide. Bon, c'est l'impératif moral. Donc, si vous pensez qu'il y a un impératif moral, un devoir de le faire, à ce moment-là, cela vous fera que vous serez plus enclin à appuyer cette aide. Ce qu'on a vu dans notre sondage, c'est que la moitié des gens ont dit oui, absolument, je suis d'accord. Nous avons ce devoir. Très peu de gens ont dit non, je ne suis pas d'accord. Donc,
c'est quelque chose qui va faire que les gens vont dire oui, j'appuie ces dépenses pour l'aide internationale. Et ensuite, comment est-ce que ça marche avec le fait d'être canadien? Par exemple, est-ce que vous êtes fier de savoir que le Canada accorde de l'aide aux pays en développement? Comment est-ce que vous vous sentez? 57% des gens ont dit oui, je suis d'accord. Je me sens bien en tant que Canadien si je sais que nous donnons de l'aide aux pays en voie de développement. Il y a très, très peu de gens qui n'étaient pas d'accord. Encore une fois, ceci incite les gens à appuyer les dépenses en aide. Mais en même temps, du point de vue nationaliste, bon, je suis un Canadien, il y a cette idée que moi, je suis plus citoyen mondial que Canadien. Et si on se voit comme ça, comme citoyen ou citoyenne mondiale, ceci va inciter les gens à appuyer les dépenses en aide. Mais bon, ce qu'on voit ici, c'est que très peu de gens se voient comme ça. Euh, il y a quand même ce sentiment d'identité nationale par rapport à cette identité mondiale. Donc, la plupart des gens, la moitié des gens, en fait, ont dit qu'ils étaient d'accord. C'est à peu près un quart qui était d'accord seulement. Donc, l'identité canadienne par rapport à l'identité mondiale, ça, c'est cette raison de dépenser de l'argent. Ensuite, il y a l'intérêt personnel. Si on dépense de l'argent autre part dans le monde, ce sont des petits montants. Est-ce que nous allons en retirer des avantages? Nous aidons les gens autre part dans le monde, mais bon, ça va également nous aider. Pour ceci, oui, les gens peuvent le voir, mais c'est un argument assez complexe. Et bon, les gens disent oui, ça a des avantages pour nous. 37% des gens et très peu de gens qui sont vraiment d'accord avec ça. Donc, 37% sont d'accord et il y en a 6% qui sont vraiment d'accord. Ensuite, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cette idée. Si on se concentre sur les avantages bien particuliers. Donc là, si on dit, bon, voyons, euh, comment le Canada peut en tirer des avantages, à ce moment-là, les gens voient mieux ça. Alors, vous voyez, le bleu pense que c'est un impact très positif. Il y en a qui disent, bon, il y a un impact positif, mais personne ne dit que c'est vraiment très, très important. Et le plus gros impact, c'est, bon, la réputation du Canada ou notre compréhension sur certaines parties du monde. Bon, il y a des avantages, par exemple, comme les avantages pour les entreprises ou des questions d'influence politique. Ça, c'est beaucoup plus faible. Maintenant, nous allons passer à la raison pour laquelle nous le font. Nous pensons que, bon, ça va aller à ceux qui en ont le plus besoin, les plus pauvres. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent que ça ne va pas atteindre ces gens-là. La plupart disent, bon, lorsqu'on dit que la plupart de l'aide ne se rend jamais à ceux qui en ont le plus besoin, vous allez voir les résultats. Ce que nous savons, c'est que si vous êtes d'accord avec une déclaration comme celle-ci, ça vous amène à être contre l'aide. Nous avons aussi demandé, est-ce que c'est important? Qui va donner cette aide? Certaines possibilités sont plus efficaces que d'autres. Bon, qui va dépenser l'argent, à qui on va amener les services et le soutien? Il y a deux messages contenus dans cette diapo. Malheureusement, très peu
pense que quelqu'un est vraiment efficace. Là, c'est la partie bleu foncé. Si nous disons, bon, quand même assez efficace, le orange, à ce moment-là, qui ressort bien les ONG canadiennes et les organisations internationales. Les gens pensent qu'ils sont efficaces. Les ONG dans les pays en voie de développement, un peu moins, mais c'est quand même bien. Bon, les entreprises sont les moins efficaces. Donc, oui, ils pensent que l'aide ne parvient pas aux gens qui en ont le plus besoin, mais ils pensent quand même que certaines organisations sont plus efficaces que d'autres, tout en n'étant pas complètement efficaces. Alors, nous avons demandé qu'est-ce qui s'est passé concernant le nombre de pauvres dans les pays en voie de développement durant les 10 à 15 dernières années. Nous savons que ça a diminué. Les gens pensent, 60% des gens pensent que le nombre de pauvres a augmenté. Ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça dit aux gens? Oh, on a dépensé beaucoup d'argent et la pauvreté a augmenté, donc ça n'a pas fonctionné. Mais l'autre, c'est bon, on a encore un énorme travail à faire, donc il faut en dépenser plus. Donc les gens peuvent avoir ces deux vues différentes. Si on parle des répercussions particulières, si on parle de ce que ça pourrait être, par exemple, ne pensons pas à ce qui est intangible. Regardons les résultats concrets. À ce moment-là, on peut voir que ça c'est le programme d'aide du Canada. Très peu de gens pensent qu'il y a eu un impact très positif. Assez positif, ça monte à 10%, et ensuite, si on dit, regarde, oui, un certain impact, et les gens disent, oui, ça a aidé, probablement. Bon, l'accès à l'éducation, par exemple, les catastrophes naturelles, la question des femmes et des jeunes filles, la sécurité alimentaire, les changements climatiques. Donc, les gens peuvent au moins penser où ça aurait pu avoir un impact positif. Peut-être pas un impact énorme, mais au moins, ils peuvent penser que peut-être il y aurait eu des répercussions positives. Donc, ce qu'on a examiné en particulier, c'est la notion que le soutien à l'aide reflète la raison pour laquelle les gens pensent qu'il y a des pauvres dans les pays en voie de développement. Et pourquoi ils sont pauvres? Parce que l'aide va avoir des résultats si ça s'adresse aux besoins et aux raisons pour lesquelles les gens sont pauvres. Je ne vais pas passer tout ça en détail, mais nous avons trouvé 4 raisons clés pour lesquelles les gens pensent qu'il y a de la pauvreté dans les pays en voie de développement. La raison, c'est qu'ils ont de mauvais gouvernements, il y a la corruption, ils ne sont pas efficaces. 45% des gens pensent que c'est une des raisons, et une raison quand même assez forte. Ensuite, nous avons l'exploitation mondiale. Ils sont exploités par les riches, les multinationales, les pays riches, etc. Donc, le monde est contre eux. 35% des gens le pensent. Ensuite, le contexte du développement, le manque d'accès à l'éducation, à la santé, au climat, les terres qui sont pauvres, les inégalités de genre. Ça, c'est le contexte du développement. Et juste 22% de gens ont dit que c'était la raison. Et ensuite, il y a les pauvres eux-mêmes. Ils sont paresseux, ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas grand-chose. Bon, au moins, juste 10% des gens pensent que c'est la raison pour laquelle les gens sont pauvres. Maintenant, si on rajoute
qu'est-ce qui devait arriver aux dépenses de l'aide? Alors, ce qu'on a découvert, c'est ça. Si nous regardons la raison la plus importante pour laquelle les gens pensent que les gens sont pauvres, c'est-à-dire les mauvais gouvernements, à ce moment-là, on va être en faveur de couper l'aide. Pourquoi est-ce qu'on dépenserait de l'argent pour le donner à ces gouvernements-là? Si vous pensez à l'exploitation mondiale, la deuxième raison la plus importante, à ce moment-là, ceci va vous inciter à appuyer des augmentations de l'aide parce qu'il y a la question de culpabilité. Et bon, donc, si vous pensez que c'est le contexte du développement, la santé, l'éducation, ça va vous inciter à appuyer des augmentations dans les dépenses. Mais malheureusement, il y a très peu de gens qui appuient cette idée. Et si vous pensez que c'est les pauvres eux-mêmes, qui sont responsables, à ce moment-là, vous allez être contre les dépenses en aide. Mais très peu de gens appuient cette notion en pensant que c'est une raison légitime pour laquelle les gens sont pauvres. Donc, pourquoi les gens sont pauvres? Ça, c'est très important. Maintenant, si on ajoute la COVID-19, si on pose la question aux gens, bon, il y a eu la COVID-19, est-ce que vous pensez que c'est important, l'aide que le Canada accorde aux pays en développement dans le contexte de la COVID-19? Bon, nous, on, on protège les Canadiens contre ces maladies infectieuses. Alors, ce que vous allez voir, c'est que moins de 20 pensent que c'est extrêmement important. Mais on pense que c'est à peu près 55-60 qui pensent que pour les maladies à l'avenir, c'est très, très important. Donc, vous voyez l'importance de l'aide pour protéger les Canadiens. Et c'est exactement pour l'avenir, pour protéger les Canadiens contre les maladies infectieuses. Mais si vous passez aux détails eux-mêmes, de tout ce qu'on peut faire pour protéger les Canadiens contre la COVID-19. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt personnel. Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, tout d'abord, vous avez les vaccins, de développer des vaccins, de s'assurer que les vaccins sont disponibles à tous dans le monde entier. Ça, c'est bon. Cependant, si nous abordons la question des investissements dans les systèmes de santé dans les pays en voie de développement, ça diminue, vous le voyez à l'écran. Ceux qui disent que c'est très important, c'est moins que 30%. Ce qui est beaucoup plus important, ce sont des systèmes de santé robustes chez nous et avoir des frontières robustes. Donc, toujours l'emphase est mise sur les vaccins et s'assurer qu'on contrôle ce qu'on fait chez nous au lieu d'investir ailleurs dans le monde. On a aussi demandé, bon, quelle est la mesure dans laquelle la COVID-19 a changé la nécessité pour le Canada de fournir de l'aide aux pays en développement, en général, de façon globale? Et ce qu'on voit, c'est que 32% disent oui, oui, ça a augmenté l'argument en faveur. Il y a des gens qui disent non. 40% vont répondre non, ça n'a pas changé mon point de vue. Alors, c'est pas que les gens disent que la COVID-19 a beaucoup avancé l'argument pour l'aide, mais c'est moins qu'un tiers qui réfléchissent de cette façon-là. Mais si on leur demande quel est votre soutien individuel pour l'aide du Canada aux pays en voie de développement, seulement 20% vont dire ça a augmenté leur soutien, leur appui. Plus que la moitié a dit que ça n'a rien changé dans leur point de vue et presque un quart ont dit que ça a réduit leur soutien pour l'aide. Donc, vous voyez, c'est assez fragile l'effet de la COVID sur les points de vue, les opinions des Canadiens par rapport à l'aide. Alors, venons aux réalités difficiles, malaisantes. On, on voit qu'on n'a pas présenté un argument
très puissant pour encourager les Canadiens de soutenir l'aide. Mais maintenant, incluons les aspects difficiles. D'abord, il y a cette idée qui dit ben, nous devrions accorder la priorité aux actions pour réduire la pauvreté ici plutôt que dans d'autres régions du monde. Regardez le Canada, les peuples autochtones, les populations marginalisées. Pourquoi ne pas prioriser ces besoins-là? Presque 60% des gens vont dire oui. Souvenez-vous de ce chiffre-là parce qu'on va y revenir. Et très peu de gens sont en désaccord. Alors, il y a vraiment une mentalité, une attitude de dire priorisons l'action chez nous, au Canada, au lieu d'agir ailleurs dans le monde. Ensuite, on vient aux réalités économiques assez difficiles, surtout dans le contexte de la COVID. Est-ce qu'on peut se permettre de dépenser cet argent? Le Canada ne peut se permettre de dépenser davantage pour l'aide aux pays en développement compte tenu de l'état des finances du gouvernement. 60% vont dire qu'ils sont d'accord et très peu de gens vont dire non. Souvenez-vous de ces chiffres encore une fois. Maintenant, ce qui est troublant quand on parle de ces réalités difficiles, ces réalités dures à avaler, il y a souvent cette hypothèse qui dit ben, il y a ces gens dans la population qui appuient l'aide. Ils sont ceux qui sont en désaccord avec l'idée qu'on ne peut pas se le permettre. Ensuite, il y en a ceux qui sont en désaccord avec l'idée que l'argent ou l'aide n'arrive pas aux gens qui ont le plus besoin. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Ce que je montre sur ce diapo, c'est que ce sont des gens qui ont indiqué qu'ils voulaient augmenter le budget pour l'aide. Et vous voyez aussi les gens qui voulaient réduire les dépenses envers l'aide. Et vous voyez ici que 80% des personnes qui ont dit qu'on devrait réduire le financement pour l'aide ont dit qu'on ne peut pas se le permettre. Ce n'est pas abordable pour nous. Mais aussi 41% de ceux qui ont dit qu'on devrait accroître les dépenses en aide. Alors, c'est une proportion plus petite, mais c'est quand même significatif. C'est beaucoup de gens. 41% des gens qui aiment l'idée de l'aide et qui comprennent bien les arguments pour augmenter l'aide vont dire, bon, mais peut-être il faut le diminuer. Revenons à ce chiffre. 60% des gens disent que ça n'arrive pas aux gens qui ont le plus besoin de recevoir cette aide-là. Et dans le groupe, dans la catégorie de gens qui ne sont pas en faveur de l'aide, 77% vont dire que l'argent ne se rend pas à ceux qui en ont le plus de besoin. Mais dans l'autre groupe qui est plus favorable, c'est quand même 60% qui vont croire la même chose, que ça ne se rend pas à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, vous voyez, le paysage est très, très complexe. Alors, ce que j'ai fait, c'est de vous présenter, j'ai partagé quand même un tsunami de chiffres, de statistiques. Je suis vraiment désolé, mais étant donné que je me penche sur des questions spécifiques, j'ai pas beaucoup analysé comment ces réponses-là sont liées entre eux, quelles sont les relations entre ces réponses. Et il faudrait analyser ces relations-là. Mais bon, les conclusions sont les suivantes. Malheureusement, l'appui pour l'aide est très, très fragile et précaire dans une grande partie de la population. Il y a très, très peu de gens qui vont dire oui, à 100%, on est en faveur de l'aide et on devrait augmenter ce financement. Il y a souvent une négociation à l'interne de chaque individu par rapport à ces différents points de vue conflictuels, l'abordabilité, l'impact, est-ce que ça se rend vraiment aux gens qui ont le plus besoin, etc. Comment ils se sentent donc et refléter dans cette négociation très complexe dans leur cerveau.
Donc la pluie, voilà, reflète un compromis complexe d'attitude. Les Canadiens et Canadiennes comprennent la nécessité de l'aide dans le contexte de la COVID, oui, mais aussi reconnaissent que nous sommes dans une période difficile. Donc, ils voient un rôle pour le Canada, par exemple, pour soutenir la vaccination de populations ailleurs dans le monde. Mais ils vont aussi dire qu'il faut d'abord vacciner les Canadiens. Il faut prendre soin des nôtres. Alors, je vais m'arrêter là et je permets à mes collègues de continuer avec cette réflexion et de partager leurs idées. Et puis, je suis sûr qu'on aura une discussion intéressante, dynamique à la fin. Merci beaucoup, Spencer. Génial. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup voilà, de chiffres, de statistiques. Alors maintenant, je demanderai à Maïka Soderji de continuer. De cette présentation. C'était extrêmement stimulant et d'ailleurs, comme c'était si stimulant, je pense que ça va être la présentation la plus éclectique que j'ai fait dans les derniers mois parce qu'il y a tellement... idéalement, on se serait assis autour d'une bouteille de vin pour en discuter, mais ce sera après la crise, j'en ai bien peur. Donc, mes commentaires vont évidemment être en lien avec ce que Spencer Hansen vient de nous présenter et aussi, je tiens à dire, là, dans le contexte du lancement cette semaine du cadre pour l'antiracisme dans le secteur. Donc, je faisais partie de l'équipe de travail qui a été lancée par Coopération Canada. Donc, on a développé un cadre qui va être sorti plus officiellement cette semaine. Je vous invite à aller le voir et le signer. Les organisations de coopération canadienne sont invitées à le signer. Et je pense que ça démontre que le secteur est dans un processus de changement, que c'est important de se poser certaines questions par rapport au narratif qu'on propose, par rapport à comment on défend notre travail, par rapport à comment on explique notre travail à la population canadienne. Et la présentation de Spencer, je pense, nous aide à naviguer avec des données, naviguer ce changement qui est extrêmement important. Ça fait longtemps qu'on a pu avoir cette opportunité après les années noires de l'ère Harper. Donc, moi, ce que je trouvais le plus intéressant dans la présentation, en fait, c'est, on va souvent parler des gens qui appuient ou qui n'appuient pas ou qui sont en accord ou en désaccord, mais je trouve que la partie grise des diapositives, là où les gens ne sont ni en accord ni en désaccord ou ne sont pas certains, c'est là où on peut se permettre de jouer. Et c'est là où on peut avoir un impact sur le narratif en regardant les gens, les Canadiens et Canadiennes qui appuient l'aide, pourquoi ils l'appuient, mais après ça, on peut jouer. Il y a vraiment une grande possibilité de changement à cause de ce pourcentage-là de personnes qui ni est en accord, ni est en désaccord. Ça, pour moi, c'est une opportunité. Je pense qu'on doit la saisir plutôt que de se dire il n'y a pas de soutien envers les projets d'aide internationale. Je pense qu'on doit travailler sur convaincre les indécis. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant, et c'est pourquoi ce type de recherche est extrêmement important, c'est la différence entre ce que les Canadiens et Canadiennes pensent ou ce en quoi ils croient et les attitudes politiques et les choix publicitaires ou communicationnels des organisations et du gouvernement canadien. Donc, on a vu que le sentiment d'être fier d'être Canadien, tout ça, évidemment, le sentiment d'identité nationale influence notre support à l'aide, au sens où notre image peut être importante pour notre support à agir davantage, être davantage un leader sur la scène internationale. Mais cette idée que l'aide internationale ou les efforts pour la COVID, par exemple, doivent absolument bénéficier les Canadiens et Canadiennes, de ce que je comprends des données, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas. Il n'y a pas tant que ça un support important pour l'idée qu'il faut que ça nous serve. Pourtant, dans les discours de Justin Trudeau, dans comment la politique d'aide internationale féministe est écrite, dans beaucoup de campagnes de certaines organisations cette année par rapport à la COVID, ça a beaucoup focalisé sur il faut augmenter l'aide internationale pour pas que la COVID revienne au Canada. Puis il y avait même un discours un peu, je dirais, qui ne joue pas sur la peur, mais qui joue sur une menace extérieure et qu'on doit protéger le Canada et que l'aide internationale peut nous aider à faire ça. Pourtant,
ce n'est pas ce qu'on voit dans comment les Canadiens voient l'aide internationale. Et dans la politique d'aide internationale féministe, il y a aussi beaucoup là-dessus, beaucoup sur comment on doit augmenter ou améliorer, disons, l'égalité des genres pour créer le développement dans certains pays, pour que ces pays deviennent des meilleurs partenaires économiques pour le Canada. Mais c'est pas, selon moi, c'est pas seulement que ça ne reflète pas les opinions des Canadiens et Canadiennes, mais aussi c'est un narratif qui peut être préjudiciable à toute l'entreprise auquel on participe, à cette idée de notre humanité commune, à, selon moi, certaines lignes qu'on devrait pousser davantage pour convaincre les gens de l'importance de l'aide internationale. Et bon, un des points qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est comment les Canadiens et Canadiennes supportent, notamment dans la crise actuelle, la création d'un vaccin puis l'accessibilité au vaccin pour tous. Et j'ai lu ça aussi dans beaucoup d'autres recherches sur comment les gens sont généralement d'accord qu'on devrait vacciner une certaine proportion des gens dans le monde pour protéger tout le monde et empêcher que la crise perdure. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que les pays à revenus élevés, comme le Canada, s'approprient finalement les vaccins pour vacciner sa population en premier. Et c'est un mouvement global où les pays comme le Canada ne respectent pas l'accord, le COVAX, qui impliquait qu'on allait distribuer des vaccins partout dans le monde jusqu'à un certain niveau pour créer une immunité globale. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait par intérêt self-interest? Mais au final, ce n'est pas nécessairement ce que les Canadiens et Canadiennes voudraient s'ils se faisaient questionner sur la question. Ensuite, la diapositive que je trouvais le plus intéressante, en fait, les deux diapositives, c'est pourquoi les gens pensent que des pays ont besoin d'aide internationale, que ce soit, je pense que c'était la 16e ou 17e, là, soit c'est le contexte développemental, soit c'est parce qu'on pense qu'il y a de l'exploitation, soit on pense que c'est parce qu'il y a des mauvais gouvernements. Et bon, je ne suis pas une experte en statistique, mais selon moi, ceux qui étaient d'accord avec chacune des raisons, c'était assez faible, et ceux qui étaient, bon, ni en complet accord, ni en complet désaccord, c'était assez... Il n'y avait pas comme une raison qui prédominait sur toutes les autres. Et donc, le discours sur lequel on devrait focaliser, c'est celui qui, dans la slide suivante, montre que si tu crois que c'est cette raison-là qui crée le sous-développement ou bon, les inégalités mondiales, tu penses qu'on devrait augmenter l'aide. Et ça, c'est l'exploitation globale et le contexte développemental. Donc, les Canadiens et Canadiennes, je pense, sont prêts à entendre les vraies raisons pour lesquelles il y a des inégalités et pas seulement des narratifs misérabilistes ou bien le fait que des narratifs qu'on entend souvent sur certains pays sont pauvres en eux-mêmes ou qui soutiennent ce type de narratif-là. Donc, je pense que c'est important de modifier justement tous nos outils envers ce que les données de Spencer Hansen nous révèlent. Et surtout, ne pas jouer sur le fait que les Canadiens sont intéressés à se sauver eux-mêmes ou intéressés à comment l'aide internationale va leur profiter en premier lieu. Puis donc, tout ça, donc mes recherches portent sur les narratifs. En ce moment, je travaille beaucoup sur le narratif du sauveur blanc avec des chercheurs en Afrique, tout ça. Et je pense que quand on pense aux narratifs qu'on propose envers ce qui est destiné, les narratifs qui sont destinés à la population canadienne, on ne doit pas les penser seulement en termes de stratégie communicationnelle. On doit le penser, oui, en termes de stratégie communicationnelle, mais pas seulement. Parce qu'un narratif, ça ne fait pas que refléter ce que la population pense, ça participe à la changer. Ça participe à changer les mentalités. Et ce narratif-là est malléable. Et ce que Spencer Hansen nous révèle avec le fait qu'il y a beaucoup de... Les Canadiens et Canadiennes sont un peu... ambivalent établi, on a beaucoup de malléabilité et on doit, avec notamment bon, le mouvement ambiant vers plus de pratiques antiracistes et la réalisation que peut-être le secteur a soutenu une certaine colonialité à travers les années, mais je pense qu'on peut essayer de changer nos stratégies, utiliser la recherche comme celle dont on a entendu aujourd'hui pour changer les mentalités là où on veut évidemment qu'elles aillent, donc pour plus de support à nos projets, plus de support à l'aide internationale en général, mais pas d'une manière qui serait préjudiciable disons, à ce qui est juste ou à la vérité ou à la morale qui doit soutenir notre entreprise. Donc, évidemment,
éviter les narratifs liés au manque de développement ou au fait qu'on doit les aider pour nous aider, mais lié à l'éthique l'éthique canadienne. Ça peut refléter le sentiment de fierté canadienne, mais en allant plus loin et parler, par exemple, de l'exploitation globale, ce n'est pas une mauvaise chose de refléter le lien du Canada, par exemple, dans cet ordre mondial. Là, je parle beaucoup de ça dans mon dernier livre, de l'ordre mondial, puis comment la coopération participe et est un aspect de cet ordre-là, cet ordre multilatéral dans lequel le Canada a un impact. Donc, selon ce que je comprends des données, ce n'est pas quelque chose qui nuirait au support à l'aide internationale, au contraire. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai hâte d'entendre vos réactions et je vais laisser la parole à Barbara. Merci beaucoup, Maïka. Oui, on apprécie vos commentaires et on peut passer la parole à Barbara. Thank you. Thanks very much. Sherry, can you hear me? Merci. Merci beaucoup, Sherry. Est-ce que vous m'entendez? Et merci aussi à Spencer pour cette présentation très réfléchie, très intéressante. Et merci, Maïka, pour vos commentaires. Même dans cette courte période, ça a beaucoup stimulé mes réflexions. Je ne suis pas sûr que je sois prête pour cette présentation et d'ajouter quelque chose d'intéressant. Je suis en Colombie-Britannique, sur le territoire des Coast Salish, des Tsleil-Waututh et des Squamish. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui depuis ces terres ancestrales et non cédées. J'aimerais d'abord répéter en anglais ce que Maïka a dit en français par rapport au cadre antiraciste, le travail du secteur. C'est un projet qu'on fait ensemble comme famille d'organisations de société civile pour nous adresser de façon honnête avec des discussions très franches sur le racisme dans notre secteur, pas seulement au Canada, mais dans un contexte mondial. Et donc, j'aimerais renforcer, souligner l'encouragement de Maïka d'aller voir le cadre, de vous unir à cette discussion Coopération Canada et de façon très courageuse en train de nous inviter à participer à ce dialogue, à cette discussion difficile. Mais moi, je viens à ce débat. Je ne suis pas une universitaire, moi, je ne suis pas une chercheuse, mais donc je mets mes commentaires dans le cadre d'une personne qui est leader d'un des plus grands ONG internationales. CARE fait partie d'une confédération, bien sûr, de ce genre d'organisation dans le monde. Et j'ajouterai aussi le fait que de façon relative et comparé à beaucoup d'entre vous ici présents, je suis très nouvelle. Je suis une nouvelle arrivante à ce secteur, même si j'étais très actif pendant longtemps dans le secteur des organisations à but non lucratif. Mais ce qui me frappe, c'est parce que j'ai commencé mon travail avec le 1er avril 2020, au tout début de la COVID-19, de la pandémie. Ça a été vraiment une période fascinante d'arriver à une organisation internationale et de participer à des discussions pendant cette année sans précédent, pas seulement pour le Canada, mais pour le monde entier. Donc, j'arrive avec peut-être des yeux peut-être d'une nouvelle arrivée qui voit les choses fraîchement. Mais ce qui me frappe comme une nouvelle arrivante à ces discussions, et je le vois d'un point de vue d'un leader d'une ONG canadienne qui travaille à l'international, qui a comme mission de créer un monde plus égalitaire, plus égal, et de le faire en travaillant dans des contextes de pays en voie de développement pour
renforcer l'autonomisation des filles et des femmes. Et je pense que pour nous tous dans ce secteur, dans le secteur des ONG, on doit être très clair sur certains points. Je pense que Micah et Spencer ont touché sur ces questions-là, mais je pense que ça vaut la peine d'être très, très clair par rapport aux défis auxquels nous faisons face d'abord. Et ce sont des faits, ce sont des faits. D'abord, la COVID nous a laissé pas seulement à nous tous dans ce pays, mais dans un contexte mondial avec un impact très genré de cette pandémie. Et dans presque tous les indicateurs et toutes les évaluations de bien-être, on est revenu en arrière dans le contexte canadien, dans le contexte nord-américain, dans le contexte mondial. Les femmes et les filles ont perdu du terrain. Je pense que comme Canadiens, nous allons passer à travers cette crise comme pays. Il y a du travail à faire. Il y aura des aspects de notre progrès comme société canadienne où il va falloir améliorer les choses dans les années à venir, mais on passera à travers. Mais il y a beaucoup de pays dans ce monde et beaucoup de populations vulnérables ne vont pas pouvoir dire la même chose, sauf si il y a un transfert énorme de ressources des pays riches qui passent à travers la crise et qui veulent partager leurs richesses avec ces pays. Ça, c'est la réalité numéro un. La réalité numéro deux, et je crois que beaucoup d'entre nous le savent de façon intellectuelle, mais la recherche de Spencer le confirme, c'est que comme secteur, nous avons un défi de crédibilité, de légitimité. Il y a une manque de cohérence entre ce que les gens pensent et la réalité sur le terrain que nous connaissons. Et il y a des opinions très diverses entre les différents secteurs de la population canadienne par rapport au rôle que le Canada devrait jouer dans le monde et comme conséquence, le rôle que nos organisations de société civile devraient jouer. Donc, cette crédibilité, cette légitimité est un défi très important. Il y a une déconnexion, une manque de cohérence là. Et dans le contexte mondial, je crois que beaucoup d'ONG qui travaillent à l'international et dans l'espace international se trouvent dans une crise existentielle. Je le dis en mesurant bien mes mots parce qu'on fait face à des défis comme organisation qui viennent d'une histoire et d'un cadre post-deuxième guerre, une proposition de comment bien faire l'aide à l'international. Et maintenant, on nous appelle avec des voix fortes dans mon opinion, c'est correct de le dire, de changer dramatiquement notre travail. On nous demande très rapidement et avec courage, confronter, nous adresser au racisme dans le secteur et l'héritage colonial et colonisateur du travail que nous faisons. Et ça représente pour beaucoup d'organisations qui ont été fondées sur des principes de base et de faire certaines choses, on fait tous face à des décisions assez difficiles. Et la COVID a amené toute cette discussion vraiment à l'avant de la scène. Et il va falloir vraiment continuer. Donc, je pense que cette recherche est très utile pour nous, Spencer, parce que ça nous donne, comme société civile, comme organisation de la société civile ici au Canada, une chance de respirer profondément et ensuite de se regarder dans les yeux et dire, ben, étant donné cette crise existentielle à laquelle nous faisons face par rapport à notre travail, comment est-ce que nous pouvons le faire différemment? Comment pouvons-nous changer de façon fondamentale? Et à la lumière des points de vue différents ici au Canada et l'enjeu de la crédibilité, de la légitimité, l'ambivalence, l'ambiguïté de beaucoup de Canadiens, la manque de connexion et de cohérence au Canada et dans la réalité d'un monde blessé, une planète blessée qui sort de cette crise de la pandémie. Comment amener ces trois grands défis et comme groupe de praticiens dans des organisations assez petites en général, mais avec un esprit très fort, comment avancer vers l'avenir? C'est ça la discussion que je veux avoir avec vous tous et avec vous toutes. Je crois qu'il y a un exercice de
réimaginer, de repenser notre évolution, comment nous voulons passer à une nouvelle ère. Et je partagerai 3 pensées qui peut-être pourront nourrir notre discussion aujourd'hui. Et j'espère que ces pensées vous provoqueront. D'abord, il y a du travail à faire euh, dans notre travail avec la classe politique canadienne, nos élus et les fonctionnaires aussi, pour, de façon fondamentale, réformer le cadre financier et réglementaire dans lequel nous opérons comme organisation de société civile. Quand on nous demande de travailler avec des partenaires locaux dans des pays en voie de développement et d'amener beaucoup plus de valeur à ces communautés, ça nous permettrait de nous adresser à cette question existentielle et aussi cette question de légitimité auprès des Canadiens. Deuxième question, c'est comment, de façon pratique, revoir notre modèle d'affaires qu'on a depuis longtemps pour assez rapidement et dramatiquement réformer nos organisations, les restructurer nous-mêmes comme secteur pour moins viser ou regarder, je le dis de façon un peu ludique, mais c'est pas comme ça que c'est voulu. C'est moins de se mettre un sac à dos et de partir dans ce pays pauvre. Ça arrivera de moins en moins dans ce nouveau monde et ça sera de plus en plus une question d'ONG canadiennes et investisseurs canadiens, du privé et du public, qui mettent ensemble des ressources. On peut les envoyer à d'autres régions du monde où ils vont pouvoir mieux utiliser ces ressources-là, mais ce ne sera pas nous qui allons les mettre en œuvre et on utilisera des organisations plus petites qui feront le transfert de ressources à ces environnements locaux en utilisant des innovations technologiques pour permettre la livraison de ces choses-là de façon plus efficace et pouvoir revenir au Canada et dire tel est l'impact de ce travail de façon plus évocateur. Which takes me to the third. And that is, I think, fundamentally thinking about how we tell. Là, on pense vraiment comment on peut faire notre récit. Et ça, c'est un terme de marketing. Mais comment est-ce qu'on peut formuler la proposition de valeur qu'on veut partager avec les Canadiens? Pour moi, en tant que citoyenne, un des avantages de la COVID, c'est que ça a montré aux Canadiens qu'on est vraiment interreliés à tout le monde, partout dans le monde. Et qu'on voit ça par l'entremise des changements climatiques, de la sécurité alimentaire, etc. Et maintenant, nous sommes dans un monde où on peut prendre l'avion et aller n'importe où dans le monde en moins d'un jour. Mais le fait, c'est que nous sommes vraiment dans un monde interrelié et ceci ne va pas changer. Ce qu'on peut changer, par contre, c'est comment nous, en tant que Canadiens, nous pouvons utiliser nos ressources pour améliorer les conditions de la planète. Comme ceci, nous pourrons tous continuer sur cette planète fragile et la sauver en même temps. Moi, d'après les recherches de Spencer et de ses collègues, je pense que ces croyances fondamentales que nous avons en tant que Canadiens resteront les mêmes. Et c'est comme ça que nous sommes ressortis de la pandémie. Ça nous a montré, cette pandémie, que nos valeurs étaient les vraies valeurs. Mais si on entreprend ces 3 éléments dont j'ai parlé, ceci va nous donner une bonne plateforme et nous pourrons avoir des conversations significatives avec les Canadiens. Merci. Merci beaucoup, Barbara. Encore d'autres éléments auxquels nous pourrons penser. Ce sont des questions très, très intéressantes à se poser. Il nous reste à peu près 10 minutes pour le webinaire, donc on voudrait savoir si vous avez des questions
Donc, si vous avez des questions que vous voulez demander à nos panélistes, vous pouvez les mettre dans la boîte de discussion ou vous me le dites, Michel? Oui, je pense que ça va être plus vite si je le dis. Peut-être aux 3 panélistes, on a parlé dans les statistiques qu'il y a de nos concitoyens, concitoyennes qui opposaient l'aide internationale au fait qu'on devait lutter contre la pauvreté au Canada ou au Québec. Et nous, on pense qu'on ne devrait pas opposer ces visions-là parce que oui, il faut lutter contre la pauvreté puis s'occuper de l'impact des changements climatiques à travers le monde, mais on sait que l'impact est différent aussi pour certaines populations au Canada et qu'il y a des enjeux économiques mondiaux qui jouent sur les conditions de vie et de travail partout dans le monde, y compris au Canada. Alors, est-ce qu'une stratégie pour se rallier ensemble pourrait être de travailler davantage sur l'universalité des ODD? On pense que ce n'est pas bien compris par la population, y compris par nos collègues des mouvements sociaux au Québec et au Canada. Et donc, cette crise sur la pandémie, elle va se terminer, mais il y en aura d'autres. Alors, comment on fait face aux grandes crises mondiales en étant ensemble, y compris avec l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes qui se préoccupent de ces situations-là? Puis on se posait la question aussi, qui répond au questionnaire? Si moi, je réponds et que je suis moi-même en situation de pauvreté, bien, c'est sûr que mon regard va être différent. Alors, peut-être que ça pourrait être un sujet d'une autre recherche, mais en même temps, je crois que les personnes qui vivent des difficultés sont portées aussi à témoigner d'une grande solidarité. Alors, on pense aux solidarités des nations autochtones à travers les Amériques, par exemple. Alors, donc, mais on n'a pas eu le temps de tout finir. On avait plein de sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Micah, Spencer, Barbara, vous voulez répondre? Oui, je peux peut-être commencer comme j'ai compris la langue peut-être mieux que Barbara et Spencer. C'est excellent point, Michel, puis on a déjà discuté de ça dans le passé dans différents événements. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait effectivement, ça revient à mon point de comment le narratif est important pour changer les mentalités, parce que je pense qu'on peut le faire et qu'on a vu le mouvement inverse dans les dernières années, comment d'un côté, tout le monde semble être contre la mondialisation, contre l'exploitation, contre le système dans un sens, mais en même temps, ces gens-là vont s'attacher plus à des positions de repli, moins d'aide internationale, plus d'aide ici, moins d'aide là-bas, puis moins de gouvernement, puis tout ça. Mais je pense que tout ça, c'est une question de framing, parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a quelque chose de brisé, puis que l'aide internationale pourrait jouer un rôle, mais c'est de reformuler, comme tu viens de le dire, je dirais pas 99% contre 1% parce que c'est très militant, mais en même temps, c'est un peu ça de voir qu'on a une humanité commune, d'avoir un discours qui réfère au fait qu'on est, on a une universalité de la condition humaine, tout ça. Donc, le fait que c'est moral et éthique d'agir dans ce sens-là, puis effectivement, de ne pas utiliser d'essayer d'utiliser des stratégies communicationnelles qui aident les gens à comprendre que c'est pas un jeu à somme nulle, ou bien plutôt comparer, si on compare avec des postes budgétaires qui sont très élevés, comme la défense ou d'autres types de postes budgétaires qui pourraient être baissés si on augmente l'aide internationale. Donc, je pense qu'il y a des stratégies qui fonctionnent. Puis je pense que c'est des choses qu'on doit faire comprendre parce que les gens ne sont pas encore rendus là. Bon point. OK, merci, Maïka. We have another question in the panel. Il y a une autre question dans la boîte de discussion de Kim. Elle dit, j'ai trouvé les présentations très intéressantes et je voulais poser la question aux panélistes si on pouvait réformer la recherche ou les sondages pour mieux comprendre comment les Canadiens répondent aux questions lorsqu'on parle de coopération et de solidarité. Désolée, Kim, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, dans mon sous-groupe, j'ai commencé à poser cette question. Je
pense qu'on renforce notre récit. On présente toujours des campagnes qui parlent de ça. On a des exercices d'image de marque aussi. Alors bon, la recherche et tout ça, comment est-ce que ça va transformer notre analyse de l'intérieur? Et comment est-ce que la réception de la population s'ajuste à ça? Alors ça, c'est relié au point de Barbara pour travailler avec les élus et les fonctionnaires, mais aussi nous-mêmes, comment on se comprend nous-mêmes. Ça, ce serait important. Est-ce que quelqu'un voudrait s'attaquer à cette question-là? Peut-être que Spencer pourrait s'attaquer à la question du cadrage de la recherche. Il y avait une question plutôt dans la boîte de discussion. Quelles autres recherches ont lieu qui vont influencer les idées des Canadiens? Donc, peut-être qu'il y aurait y avoir d'autres recherches. Une chose que nous avons fait durant notre recherche, nous avons essayé de rassembler des données d'autres sondages. Je pense que ça a été assez réussi. Il y a d'autres sondages qui ont été faits, d'autres questionnaires, et puis ça continue. La plupart des questionnaires parlent de la dette et du coût de faire ces efforts. Malheureusement, nous n'avons pas de mécanisme pour le faire de manière constante à l'avenir. Par exemple, aux États-Unis et dans 4 pays européens, il y a une grosse étude qui dure depuis plusieurs années et qui fait surface de temps en temps. Et on n'en fait pas partie, c'est bien malheureux. Mais oui, le recadrage, ça c'est très important. Et il faut que les gens puissent comprendre ce dont on parle ou alors, bon, on n'aura pas la réponse qu'on veut avoir. Par exemple, si on parle des interdépendances mondiales, ça, c'est quelque chose que la COVID a fait. Et il y a la question de la vulnérabilité mondiale aussi. On peut démontrer, et les gens vont le comprendre, que la COVID-19 est arrivée à cause des interdépendances mondiales. Mais comment est-ce que les gens répondent à ça? En fermant les frontières. Alors, on ne sait pas comment les gens répondent en fait aux différents endroits. Donc, c'est vraiment très, très complexe comme domaine. Moi, très important, il faut qu'on voit comment ça va affecter la réponse des gens. On a fait du travail pour examiner comment on présente, combien on dépense et également quelles mesures on utilise. Et ça va affecter la compréhension des gens. Mais nous savons aussi que les gens en savent très, très peu sur le programme d'aide du Canada. Et peu de personnes savent combien le Canada dépense, mais ils ne vont pas dire, bon, on devrait dépenser plus d'argent. Ce n'est pas forcé. Ils ne comprennent pas combien nous dépensons. Mais lorsqu'on leur dit qu'on dépense la moitié de ce qu'ils pensaient qu'on dépensait, ils ne vont pas dire forcément, d'accord, dépensons plus. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est très, très important ce recadrage. Nous savons que ça va affecter la réponse des gens, mais pas forcément de la manière qu'on a prévu ou qu'on voudrait voir. Est-ce que je pourrais suggérer une autre manière? Oui, j'apprécie vraiment vos commentaires, Spencer.
Bon, on pourrait parler toute la journée. Aujourd'hui, il fait beau. D'habitude, ça n'arrive pas au mois de janvier. Mais bon, on pourrait parler ad vitam aeternam de ce recadrage. Mais bon, on pourrait peut-être regarder 3, 4 exemples concrets durant l'année dernière qui montrent les valeurs que l'on épouse en tant que Canadien. Et peut-être qu'on pourrait recadrer cette conversation avec la population. Alors, 3 ou 4 exemples. Tout d'abord, c'est le don. Les Canadiens ont continué à donner au niveau individuel, par l'entremise des fondations, des entreprises. Ils ont continué à donner aux organisations locales, nationales et internationales. Ce fait lui-même nous en dit beaucoup. Deuxièmement, les Canadiens veulent encore voyager. Je sais que bon, ce n'est pas forcément une chose positive, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Mais bon, les gens veulent voir le monde. Les gens veulent aller autre part. Ils veulent explorer. Et ça, je pense que c'est un bon signe. En tant que Canadiens, nous voulons aller voir le monde. Troisièmement, il y a l'acceptation par la population des nouveaux immigrants. Ceci n'a pas changé. D'après ce que j'ai compris, en fait, ça a augmenté durant la pandémie. Et donc, ça nous dessert très, très bien en tant que société canadienne. Numéro 4, le comportement des citoyens d'entreprise et au niveau mondial. Toutes les mesures ont augmenté, les mesures prises par les entreprises. Et donc, ça, c'est vraiment un bon indicateur de l'état d'esprit des entreprises qui va avoir une influence sur l'état d'esprit des Canadiens. C'est très important. Ça nous montre quelle est l'idée des entreprises par rapport à ce que les citoyens et citoyennes canadiennes pensent. Merci, Barbara. C'est très bon. Il est 3h30 ici à Halifax. Alors, je veux respecter le temps des gens. Nous allons arrêter le webinaire. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci à nos panélistes de vos remarques. C'était vraiment un très grand plaisir. Merci, Spencer, d'avoir présenté les résultats de votre recherche. Et vous nous avez présenté des points critiques. Alors, merci à Mike et à Barbara. Vous avez contribué aux discussions. Je voudrais remercier l'équipe du RCC m'ont fourni un soutien technique et émotionnel pour organiser ce webinaire. Et bien sûr, à tous ceux qui se sont joints à nous. Merci beaucoup de vous être impliqués et de résister pendant 1h30 dans les groupes de discussion et avec les panélistes. Donc, on espère vous revoir à un prochain événement du RCC. Donc, continuez à surveiller les médias sociaux et notre site web pour voir ce qui s'en vient. Et pour les collègues, vous allez pouvoir partager l'enregistrement de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous.